Bien, on continue en tout cas d'évoquer donc l'arrivée de cette équipe de médecins cubains, 11 médecins arrivés pour prêter main forte à ceux du Togo dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Marc, vous avez la parole avant la pause. Oui, officiellement, le Cuba vend ses médecins. C'est-à-dire, vend les services de ces médecins qu'il déploie un peu partout. C'est à raison que l'un des premiers pays africains à en avoir bénéficié, c'est un pays hautement pétrolier. Oui, l'Angola. Et je suis persuadé que pour avoir cette qualité de service-là à disposition, on a dû mettre le prix, ce qui est en soi n'est pas une mauvaise chose. Dans le cas du Togo, c'est pas gratuit. Pas du tout. Pas du tout. Et dans le cas du Togo, j'estime que le gouvernement a estimé qu'il était nécessaire de déployer ces moyens-là parce que nous étions quand même face à une crise qui a nécessité, ce qui est unique dans l'histoire même de toute notre République, que ce soit sur les 4 républiques, un état d'urgence sanitaire. Oui. Et donc, à mon avis, le gouvernement a pris toute la mesure de la situation. Mais je veux quand même plaider pour ceux qui sont sur le terrain, l'équipe dirigée par le professeur Majesté Youateba, qui sont au front depuis le début de cette pandémie. On sait déjà qu'il y a un certain nombre de personnels soignants qui ont été touchés au Togo, comme un peu partout dans le monde. J'ai vu dans la mesure d'autres pays des primes spéciales aux soignants, des facilités qui leur ont été offertes pour leur permettre d'être disponibles. Parce que au-delà de ceux qui sont au front, donc déployés au CHR et peut-être prochainement à Togo 2000, il faut penser aussi à tous les soignants qui tous les jours reçoivent plusieurs patients qui peuvent être ou non porteurs du coronavirus, qui sont au front et qui n'ont des fois pas les moyens même de se protéger. Moi, je connais des hôpitaux publics ici au Togo, à Lomé même, où les médecins, enfin les infirmiers, ceux qui reçoivent, n'ont même pas le matériel de protection nécessaire pour recevoir parce qu'eux, ils consultent tous les jours, comme ça peut être le paludisme, tout ce qu'il y a comme affection normale, mais ça peut également cacher des patients peuvent également être atteints du virus sans manifester le symptôme et donc sont exposés à tout ça. Qu'est-ce que l'État prévoit pour eux? Il est important en cette période-là d'encourager le personnel soignant à donner. On a vu comment dans les pays, on est même allé jusqu'à les applaudissements officiels. L'État a pris en charge des frais d'hôtel, a pris en charge beaucoup de choses pour faciliter le travail au personnel soignant. Et donc, à mon avis, il est important aussi que chez nous, qu'on prenne des mesures, ne serait-ce que pour octroyer une prime, une bonification à ceux qui sont au front et qui nous permettront à nous tous, dans quelques mois, de dire haut et fort que nous avons vaincu la maladie. Oui, parce que c'est ce que nous apprend aussi le coronavirus, c'est qu'on a dans nos pays énormément négligé le système médical. Ceux qui animent ce système-là, aujourd'hui, il est temps de les regarder. Oui, je l'ai déjà dit ici, depuis la formation jusqu'à sortir soignant, ce n'est pas fameux. Et il a dit tout à l'heure, moi j'ai fait, je crois, c'était le mois dernier, j'ai fait quelques jours comment l'appelle-t-on, au CMS Tokoindou Massissé, parce que c'était un choix stratégique. J'ai pensé, j'ai dit, au lieu dans une clinique où viennent les riches, bon, autant aller dans un centre modeste où peut-être on aura... Et lorsque je suis arrivé, pendant quelques jours, je vous dis que toutes les deux salles de soins étaient vides. Il n'y avait pas de patients. J'ai eu à poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de... Je dis donc que depuis le début du coronavirus, tout le monde vient rentrer à la maison. Donc, les cas qui arrivent... Mais là où j'ai surpris des agents en train de parler, moi je l'avais même écrit, j'ai publié ça sur plusieurs plateformes sur ma page Facebook, mais la bavette, on donnait une bavette par jour aux soignants. Ce qu'il faut porter pendant 3 heures et ne plus porter, on donnait une bavette par jour. Et il y a des gens qui arrivaient, qui avaient la température qui faisaient de la fièvre. Voilà, des fièvres élevées. Donc, il n'y avait même pas de dispositif pour peut-être à l'entrée prendre leur température. Donc, et vous voyez, le risque est déjà là. Ils sont déjà confrontés au risque. Quand vous voyez par exemple celui qui a consulté
l'assistante Takassi qui a consulté la dame de Mango, mais ils étaient en face. C'est après, lorsqu'il a pisté pour demander, mais vous venez d'où? Et elle a tracé son cursus depuis Mango à Didogomé, Accra, revenir à Doumassessé, aller séjourner à, comment vous l'appelez, à Moutigomé avant de retourner à Mango après le bus de la poste. Et là, il était devant déjà un fait accompli. Est-ce que vous voyez? Donc le risque, c'est tout le personnel soignant, qu'on doit tout faire, le gouvernement doit tout faire pour nous dire, sinon annoncer les mesures d'accompagnement pour ces gens, parce qu'ils ont perdu aussi le temps, la nuit, il y a les gardes qui se sont qui se sont augmentés, et donc leur vie a été chamboulée. Il suffit de recevoir quelqu'un aujourd'hui, lorsque vous voyez sa température qui a changé, vous rentrez à la maison, vous ne pouvez plus dormir, parce que vous avez déjà en tête, est-ce que vous n'avez pas apporté cette maladie à la maison? Donc la mesure, vous n'allez pas faire venir des soignants étrangers dans votre système que vous savez que vous n'avez pas donné des moyens, et vous allez les rémunérer à fort taux, parce que ces gens, d'abord le transport, tout c'est payé. Bien sûr. Et comment vous l'appelez, les indemnités, c'est pas heure. Là-bas, ils ne pardonnent pas, c'est pas heure. Donc, vous voyez à côté des gens qui sont payés par heure, le salaire que le soignant qui fait, disons, la garde, tout, n'a pas par mois. Et c'est frustrant. Et puis tout ça, je dis, il n'y a pas de crise, il n'y a que des opportunités. Quelque part, vous savez, chez nous, ça arrive souvent. Il y a les intermédiaires, même pour aller négocier ces genres de trucs, ils ont leur prime. Donc, bref, c'est de voir, pardon, Covid-19 est arrivé. Il ne faut pas que pendant que Covid-19 en fait beaucoup de nouveaux vulnérables, que de nouveaux riches s'en sortent, parce que les gens sont prêts à tout pour pouvoir bien s'en sortir. Vous l'avez dit tout à l'heure, les crises ont été toujours des opportunités pour ceux qui savent voir. Notre dernier sujet, nous restons toujours dans le cadre du Covid-19 et évoquer cette aide d'urgence du Fonds monétaire international. 19 pays africains dont le Togo bénéficient d'une aide d'urgence du FMI afin de leur permettre de lutter efficacement contre le coronavirus. Cette aide passera par le Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes. Il permet au FMI d'accorder un allègement de dettes aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables, frappés par des catastrophes naturelles ou de santé publique aux conséquences désastreuses. Et donc, au total, 19 pays bénéficient de cette aide-là. Concrètement, Marc Abouflan, c'est votre domaine ici. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? C'est le conseil d'administration du FMI qui s'est réuni et qui a décidé donc d'accorder une aide à tous les pays qui en feront la demande, avec une priorité à 25 pays qu'ils considéraient comme des pays pauvres très endettés et qui risquaient de subir de plein fouet les conséquences de la maladie. Et donc, je pense que le Togo fait partie des pays qui ont... il fait partie de ces 25-là. Et vous savez, le Togo a plusieurs programmes en cours avec le FMI. Le Togo, depuis quelques années, est devenu bon élève en termes de remboursement de ses créances. Et nous avons même fait l'exploit, fin décembre dernier, d'apurer la totalité de notre dette intérieure. Ce qui donc nous a rendu plus solvables et donc plus à même de contracter de nouvelles facilités. Je pense que... c'est différent du FEC, la facilité élargie du crédit? Oui, c'est différent du FEC. C'est différent du FEC. Le FEC, c'est une facilité qui a été accordée au pays pour lui permettre de développer sa croissance. Alors que ce nouveau fonds qui est en train d'arriver, c'est pour permettre au pays de mettre en œuvre des projets dans le cadre de la résilience au Covid. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans son discours la dernière fois, le chef d'État a parlé d'un fonds de 400 milliards qui devait être financé d'abord par le gouvernement, par les partenaires, mais aussi par les bonnes volontés issues du national. Et je pense qu'une bonne partie de ces ressources-là peuvent rentrer dans le cadre de ce fonds, d'autant plus que le Togo a mis en place un programme a priori ambitieux, même si les contours ont été reste encore à revoir. Le programme Novici est très ambitieux en termes de
mise à disponibilité de ressources financières aux ménages les plus vulnérables. Et donc, je pense qu'une partie devrait permettre d'amortir, parce que si je me fie aux derniers chiffres avancés par Novici, ne serait-ce que les premiers paiements, on est déjà à plus de 2 milliards de francs CFA qui ont été avancés. Donc, et ça, ce n'est que pour 2 semaines. Ça voudrait dire que s'il faut payer 2 milliards 6 fois, on est déjà dans une prévision minimale de plus de 12 à 20 milliards pour ce fonds Novici. Il s'agira aussi, vous savez, l'État, comme je le disais au début, va subir une baisse importante de ses recettes. Et donc, il faudra quand même que l'État maintienne son train de vie, parce qu'on ne va pas, on va continuer pas à payer les salaires, continuer pas à payer le fonctionnement. Il y a des dépenses d'investissement qui vont naturellement continuer. Donc, il faudrait donner un coup de pouce au budget de notre pays dans le cadre toujours de la résilience face au Covid. Et puis, comme on l'a évoqué tantôt, il y a des dépenses sanitaires non prévues au budget. Beaucoup de dépenses qui n'étaient pas prévues au budget, qui devront être engagées, notamment aujourd'hui, il y a la réflexion et tout ce que le génie militaire est en train de mettre en place au CHR Kégué. On aura la transformation de Togo 2000 en centre médical. Il y a ces médecins cubains qu'il faudra payer. S'il y a une prime éventuelle pour le médecin, le personnel soignant, ça devra être dégagé. Donc, il y a beaucoup de dépenses que l'État devrait faire en cette période, alors que les recettes ne suivront pas. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude, en tout cas au Togo, à l'échelle Togo, qui permette d'avoir une idée réelle du manque à gagner de l'État. Seule la CNSS a fait une évaluation de ce que ça va coûter à l'État en termes de pertes de recettes au niveau de la sécurité sociale. Il y a les mesures annoncées par le chef de l'État en termes de gratuité des tranches sociales, que ce soit de l'eau et de l'électricité, qui ont un coût. Il y a à côté également tout ce qui est mesures de report de charges fiscales des entreprises, qui ont un coût également. Et donc, ce fonds devrait permettre à l'État d'amortir un tant soit peu le choc violent que la maladie Covid va donner aux finances publiques. Alors finalement, c'est une bouffée de chaleur pour l'État? Oui, en principe, cela devrait constituer une bouffée de chaleur, pas seulement pour l'État, mais pour toutes les populations, dont les pays devaient être bénéficiaires de ces sous. Est-ce que vous voyez? Mais et souvent, c'est la mise en œuvre qui constitue des problèmes. Par exemple, déjà, on commence par le projet Novici. Novici, on nous dit oui, Novici, déjà, la première semaine, on a déjà fait 2 milliards poussières, et dedans, on dit qu'il y a eu des arnaqueurs qui se sont infiltrés. Et jusqu'ici, cela ne concerne que les gens qui ont la carte électorale. Si vous voyez. Donc, le reste de la population est resté en marge. Et les vulnérables, il n'y a pas que... Les très vulnérables. Oui, il y en a. Moi, je vois par exemple tous ceux qui faisaient par exemple à manger au bord des écoles, même dans les coins de rue aujourd'hui, et personne ne prend plus l'assiette pour aller acheter à manger. Mais je prends par exemple, vous prenez tous ces transporteurs qui transportaient des gens Lomé, Palimé et Lomé, le nord du pays, ils sont devenus également vulnérables, parce qu'il y en a qui vivent au jour le jour. Mais on a l'impression comme si tout était axé autour des émédiants, les conducteurs de taxi moto d'abord. Donc c'est la gestion de ces fonds-là, et puis les choix que les gens vont faire, les choix qu'on va faire en injectant ces sous, c'est ça qui va donner les résultats. Sinon, demain, on risque, puisqu'on a déjà eu des remises de dettes dans nos pays. Le PPTE est passé, la preuve, on nous classe encore, et malgré le passage du PPTE, on nous place encore parmi les pays les plus pauvres à bénéficier de ces dons. Mais le PPTE est venu pour pouvoir financer les investissements. Certes, il y a eu certains grands travaux qui ont été faits par la construction des routes et autres, mais il n'y a pas eu d'évaluation pour voir à la fin, est-ce que, disons, cette remise de dette a permis effectivement de dépenser de façon efficiente cet argent.
Si, de façon efficiente. Les dépenses publiques, je pense qu'il y a un effort perpétuel qui est en train d'être fait, mais tant que la lutte contre la corruption ne sera pas véritablement... Parce que je pense que le Togo a engagé pour le moment la période de sensibilisation. Et comme l'annonçait, je pense récemment, le chef de l'État, il y aura bientôt une autorité qui sera chargée de la répression. Et tant qu'on ne sera pas rentré dans la répression, je pense qu'on aura toujours beaucoup à dire sur il y aura autre chose la lutte à Plusia et autres là, il y aura encore autre structure. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est des choses qu'on doit mettre en place et que pour contrôler. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se faire, avec les 400 milliards qui sont fonds qui sont constitués, si déjà en amont, on n'a pas des structures de contrôle pour vérifier comment cet argent est dépensé, que les comptes soient faits dans la transparence, on finira. Et puis, comme on le dit, la crise ne profite qu'à ceux qui sont habiles et qui peuvent même, disons, enlever même, comment l'appelle-t-on, les biens d'un cadavre quand il est en train de gémir. Il y a des gens qui sont capables. La personne est en train de mourir, mais il y a des gens qui ont ce cerveau et que les 400 milliards qui sont mis à disposition et dont... C'est pas mis à disposition encore, c'est un fonds. Oui, qui sont un fonds. Oui, ben, on ne va pas revenir là-dessus. C'est déjà en cours d'exécution, même si ce n'est pas encore totalement mis en place. Et l'argent du FMI ne sera qu'une goutte d'eau dans la mer. Ça va venir, ça va tomber dans un autre trou. Donc, c'est une bonne chose, la remise de la dette. Je crois que c'est une solidarité internationale, d'ailleurs même une contrainte de la part de la communauté internationale. Les Africains n'ont pas eu cette maladie. C'est eux qui nous ont envoyé la maladie. Si les Africains étaient là, sauf c'est lorsque les pays occidentaux ont vu qu'ils ne peuvent pas gérer autant de personnes, dont les étrangers, ils ont dit, oui, l'Afrique, les pays chauds, ne peuvent pas attraper cette maladie. Et les gens ont couru, certains sont partis même chercher leurs enfants et autres rentrés au pays. Et maintenant, on se rend compte que chose. Donc, ils ont compris également, et cette solidarité, ils ont vu même que si ils ne viennent pas en aide et que les pouvoirs en place n'arrivent pas comment l'appelle-t-on, à contenir leur population, il peut avoir à l'issue, je vous ai dit déjà en Corée, la gestion efficiente de la crise a fait que la cote de quelqu'un a monté. Ailleurs, ça va faire que d'autres vont baisser. C'est de l'argent parce que dans l'enveloppe, en tout cas le fonds est doté actuellement de 500 millions de dollars. C'est les États qui doivent faire des projets pour venir, dans le cadre de cette pandémie et aller chercher les fonds. C'est ça? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire, jamais le FMI ne donne de l'argent en l'air. Il faudrait que ce soit sur une base. Il faudrait que ce soit pour l'amélioration des finances publiques, comme le programme élargi de facilité de crédit que le Togo ou sur d'autres programmes. Mais généralement, il faudrait qu'il y ait un programme élaboré que le FMI puisse suivre. Et je pense que le Togo, comme beaucoup d'autres pays, vont élaborer des projets de riposte. Donc, qui prennent en compte... je pense que la riposte togolaise a deux niveaux. Il y a d'abord la riposte contre la maladie, donc les mesures sanitaires d'urgence à prendre, tout ce qui est novicie, distribution de vues, tout ce qui est dans la riposte, mais également dans la relance de l'économie, parce que on ne sera pas sorti de cette crise, en tout cas pas avant une année civile pleine. Il faudrait relancer l'économie. Nous étions déjà dans une dynamique PND, et donc il faudra au Togo rassurer les investisseurs, parce que vous allez constater qu'après la crise, il y aura un repli sur soi nationaliste de tous les investisseurs, alors que nous voulons construire notre développement à partir de ces investisseurs étrangers. Donc il faudrait réinvestir pour mettre en confiance ces investisseurs-là, pour que malgré tout, ils reviennent investir sur une terre comme la nôtre. Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur la polémique, cas d'électeur ou pas. Moi, j'estime au-delà de tout que le premier problème, nous l'avons évoqué, c'était la non-disposition d'outils efficaces, non seulement de bases de données, mais également d'outils d'aide à la décision efficace. Mais j'estime pour ma part qu'il y a plusieurs catégories de vulnérables et que même déjà le fait d'appartenir, d'avoir une carte d'identité, comme beaucoup le sujet, ne fait plus de vous le dernier des vulnérables au Togo. Parce que si vous avez une carte d'identité au Togo, ça voudrait dire que vous avez déjà un acte de naissance, ce qui n'est pas donné à beaucoup.
vous avez en plus un acte bon, de nationalité. Il est gratuit. Hein. Oui, c'est une réalité. Il suffit de déclarer l'enfant et puis on l'a. Mais vous le déclarez où? Quand vous, les états civils sont pleins dans les hôpitaux maintenant. Oui, mais dans les hôpitaux, mais ça, vous parlez encore de Lomé. Moi, je parle des contrées reculées du Togo où pour trouver la moindre état civil, il faudrait faire 50 voire 100 km à pied des fois. Ça, ce sont les réalités de notre pays. Des fois, on se complaint dans notre cocon à Lomé et on oublie le Togo profond qui est en réalité concerné par un certain nombre de mesures. Et même quand on parle de Lomé, mais combien accouchent même dans ces hôpitaux-là? Beaucoup accouchent encore à Lomé, dans les maisons ou dans des petites unités à la maison. Et à Lomé, c'est à Lomé qu'on a la grande majorité de Togolais sans acte de naissance, on oublie de le dire. Et après le parcours de la naissance, il faudrait avoir pour aspirer à une carte d'identité, il faudrait avoir un certificat de nationalité. Et là encore, ce n'est pas gagné. Il faudrait que de vos parents en aient. Et si votre parent n'en a pas, il faudrait faire tout le parcours du certificat d'origine qui a un coût. Le certificat de nationalité également a un coût. Au-delà, la carte d'identité elle-même est à 5 000 francs CFA. Si ce qui peut paraître peu pour beaucoup un bon nombre de Togolais, mais pour une grande majorité, c'est beaucoup de ressources. Et donc, c'est pas tous les Togolais qui peuvent avoir, contrairement à la carte d'électeur qui est gratuit dans tous les sens du terme. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher un document complémentaire. Francisco le disait, à mon avis, en début d'émission, que même pour un témoignage, vous pouvez avoir votre carte d'électeur. Et donc, dans un contexte où on manque de bases de données efficientes, je pense que c'était la seule. On aurait pu aller plus loin en faisant un mix des bases de données existantes. Mais là, ça, je pense que c'est une décision politique que les gouvernants auront à justifier. Une seconde chose, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une certaine discrimination dans les mesures prises. Je ne reviendrai pas sur la discrimination positive, censée être positive. Hommes-femmes, mais la discrimination émigrants et autres services. Il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés. Il y a par exemple tous ceux qui travaillent sur le littoral, que ce soit les serveurs, les revendeurs et tout ça, dans les activités, tous les taximens, on en a parlé tout à l'heure. Et là même, il y a une certaine incohérence, parce que quand vous dites par exemple qu'un bus de 15 places doit prendre que 8 personnes par exemple, alors que nous savons tous que les bus de 15 places ne font pas de l'interurbain chez nous. Vous n'en verrez jamais qui fait, je ne sais pas, Avepozo Baguida ou qui fait même Avepozo Adidogon. Tous ces bus-là sont sur les nationales. Ils font soit Lomé-Palimé, Lomé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de circulation interpréfecture. Ce qui voudrait dire que toutes ces personnes, en réalité, sont au chômage. Pourquoi on les privilégie par rapport aux émigrants? À mon avis, et ça reste mon analyse, c'est la capacité de pression que les émigrants ont sur les pouvoirs publics. Parce qu'on a déjà vu comment cette décision de retirer les émigrants de la circulation a été prise. Ensuite, elle a été retirée, je pense, moins de 48 heures après, avant le début de son exécution, pour ne plus jamais, parce qu'on a donné un moratoire qui est terminé depuis, mais la décision n'a jamais été mise en exécution. Il y a plusieurs autres secteurs de services où on aurait pu prendre cette décision-là sans qu'il n'y ait pas d'impact. Si on interdit le transport, par exemple, vous avez vu, il n'y a pas eu grand-chose chez les taximens et tout. Mais on a tous vu, entendu, ouï dire ce que les émigrants promettaient au gouvernement. Et donc, dans les mesures de riposte qui sont prises également par le gouvernement tient compte de l'aspect politique, de l'aspect social d'un certain nombre de mesures. Et donc, cette discrimination dont parlait Francisco est la résultante de la capacité de pression de chacun des groupes sociaux. Et donc, s'il y a un groupe social plus à même de faire plus de pression que les émigrants, notamment les soignants dans ce cas, alors je pense qu'on pourra avoir des initiatives plus fortes dans le sens. Les soignants, dans les conditions actuelles de pandémie, ne peuvent pas faire une pression. Mais ça serait mal vu. Il faut que le gouvernement se prépare. Moi, j'ai déjà vu un début de grève à Dapan. Oui, ça a été... Oui. Mais il faut que le gouvernement se prépare. Parce que, après le Covid-19, ils doivent vraiment mettre, disons, la main à la poche. C'est-à-dire que même la population ne doit plus laisser que nos centres de santé soient ce que nous voyons là.
des mouroirs. On le dit tous les jours. Pas seulement. Il faut que les centres de santé soient dotés de moyens. Il faut qu'ils le projettent maintenant, avant même la fin du Covid, parce que je suis sûr que lorsque ce mal sera combattu, les gens vont réclamer la remise à niveau de ces structures avec l'accompagnement bien évidemment de la population. D'accord. Et que eux-mêmes leurs conditions doivent être revues. Merci beaucoup Francisco Napo-Koura, Marc Aboflan, merci à vous aussi d'être passé. Merci à tous d'avoir suivi Regard Croisé de ce jour, le programme de New World Soir d'ailleurs. On se retrouve demain.